Et on y va. Alors, donc l'école au clock, pour vous présenter un petit peu, donc on est les spécialistes de la reconversion dans les métiers du numérique et en particulier pour les débutants parce que en fait on a été notre credo, notre ADN qui nous anime jusqu'à présent et depuis notre existence, c'est de permettre à tout un chacun, pourquoi pas, d'envisager de faire une carrière dans les métiers du numérique, dans l'informatique. On a commencé par proposer des formations dans le développement, et on va en parler aujourd'hui, mais aujourd'hui, on propose aussi un catalogue qui s'est enrichi avec des formations dans l'infrastructure, donc tout ce qui est administration, système et réseau, administration système DevOps, et également côté web marketing avec, par exemple, une formation dans le web design et la gestion de projet. Donc, on est né en 2017. Notre modalité particulière, on a été les premiers à proposer ça, en tous les cas pour les formations dans l'informatique, bien avant le Covid, c'est le téléprésentiel. Donc, ça veut dire que en fait, vous êtes tranquillement assis depuis chez vous, hein, et vous faites la formation en temps réel, en faisant partie d'une salle de classe virtuelle qu'on vous met à disposition évidemment, et qui est un pur produit au clock qu'on a développé en interne vraiment de façon à optimiser l'outil et de façon à proposer comment dire, un environnement d'apprentissage le plus pratique possible. Et la formation donc se fait en temps réel du lundi au vendredi de 9h à 17h, et vous êtes ainsi accompagné tout le temps de la formation par notre équipe, que ce soit les formateurs, le tuteur référent de votre promo, mais également les conseillers parcours apprenants qui vont être là aussi pour vous accompagner sur tous les aspects extra-pédagogiques, comme par exemple la recherche de stage, la recherche d'emploi, la préparation au passage de l'examen. Donc nos formations, comme je le disais, pour la plupart s'adressent à tous les niveaux, donc des personnes qui sont soit débutantes, soit déjà un petit peu initiées à l'informatique, qui ont ou pas des diplômes. Nous avons donc un pôle admission qui est la première équipe auquel vous aurez à faire. Par exemple, ici présent, nous avons Christelle, qui est une conseillère relations admissibles qui se charge de vous accompagner dès votre arrivée sur Oclock, une fois que vous avez fait le chemin vers Oclock, c'est-à-dire le petit QCM qui correspond à la formation que vous avez choisie et qui permet de vérifier que la formation elle est bien faite pour vous et que vous êtes bien fait pour la formation. Les conseillers relations admissibles sont des personnes qui vont vous aider donc à choisir la bonne session, répondre à toutes vos questions et surtout vous aider dans le montage de votre dossier de financement, parce que nous sommes éligibles à tous les financements qui existent, que ce soit, on fera un petit tour tout à l'heure, mais quelle que soit votre situation, que vous soyez demandeur d'emploi ou éventuellement salarié, il existe un dispositif de financement qui peut vous concerner, et nous, on est là pour vous aider, car c'est un sujet qui n'est pas forcément facile, et puis c'est mieux d'être accompagné par des experts pour pouvoir avoir le plus de chances d'avoir votre financement. Et en tout cas, nous, on est là pour vous accompagner dès votre arrivée chez Oclock jusqu'à après même, comme je le disais tout à l'heure, avec l'aide et l'accompagnement qui est proposé pour vous permettre de trouver votre premier emploi en tant que développeur, par exemple. Donc, aujourd'hui, d'autres questions. On va commencer notre échange avec Thomas, notre invité. Oui, Laurence, je t'en prie. Bonjour à tous, je voulais savoir s'il y avait un prérequis de niveau pour entrer sur la formation CDA. Non, Et il n'y a donc, pas. Le prérequis, il va être sur la réussite au QCM que je viens d'expliquer. Donc, le chemin. le fameux petit rituel, il y C'est a ça. pas, je l'ai déjà passé et justement j'ai échangé avec Jeanne ce matin, j'ai eu l'entretien OK. et je souhaitais repasser la formation développeur web et web mobile, mais D'accord. j'ai déjà suivi une année à l'école BiWeb sur Montpellier et OK. je n'ai pas pu terminer et valider mon diplôme suite à une opération. D'accord. Et du coup, je dois repasser. Elle me disait que vu mon niveau, je pourrais directement partir sur la formation CDA. Donc, je voulais savoir s'il y avait d'autres tests à repasser, autres que le rituel. Non, à part le rituel et éventuellement l'échange avec un de nos conseillers relations admissibles qui va juste vérifier que, voilà, que vous êtes bien motivé, que c'est vraiment la formation que vous souhaitez faire. Voilà, comme je le disais, on essaye de rendre nos formations les plus accessibles possibles et surtout encore moins
d'avoir la nécessité d'avoir un diplôme. Donc, non, il n'y a pas vraiment d'autre prérequis que le test et l'échange de motivation que vous aurez avec ou Christelle, ici présente, ou une autre de nos conseillers relations admissibles. D'accord, bon, bah, c'est parfait, étant donné que j'ai aussi une lettre de recommandation de mon ancienne école qui est aussi ma motivation et que je suis assidu. Et donc, j'ai passé le rituel, donc je verrai avec elle pour Parfait. les financements. Ok, super. Ben, bonne chance à toi alors, et puis je suis Merci sûr que beaucoup. ça va le faire. Miaou Wei, tu as une question cette fois-ci? Oui, si jamais on n'a pas pu, réussir pour cette, rituel, est-ce que ça veut dire que, on n'aura pas, assez de niveau pour, participer cette, formation? Merci. Alors, ça veut dire qu'à l'instant T, éventuellement, au moment où vous l'avez passé, alors déjà, il faut voir si vous l'avez passé dans de bonnes conditions, c'est-à-dire que vous avez vraiment pris le temps de bien lire les questions, que vous n'étiez pas dérangé, vous étiez dans un environnement calme. Ça peut compter aussi, hein. Mais si vous ne l'avez pas réussi à l'instant T, vous aurez la possibilité de le repasser quelques jours plus tard, il me semble sous une semaine, si on n'a pas changé le process. Juste le temps pour vous d'éventuellement creuser un petit peu et de vous préparer, on va dire, à la matière qui vous a peut-être fait défaut, parce qu'il y a certainement parmi la culture générale en informatique ou les notions en anglais ou les exercices de logique, il y a peut-être une de ces matières qui vous a vraiment plus fait défaut. Mais si vous y préparez et que vous repassez le test, ça va être bon à la deuxième fois. Donc, ça ne veut pas dire que vous êtes définitivement banni de notre école, je vous rassure. Et oui, Merci. effectivement, comme le dit Audrey, quand on réussit, échoue pardon, au rituel, on reçoit une série de mails de notre part qui va vous permettre éventuellement effectivement de trouver des ressources pour vous préparer, pour le repasser ultérieurement. D'accord, merci. Ben, merci à toi, je t'en prie. Et bien, sans plus tarder, entrée en piste de Thomas Rodriguez, que je remercie une nouvelle fois d'être avec nous aujourd'hui. Euh, donc l'idée, c'est qu'on puisse avoir un échange, évidemment. Moi, j'ai de mon côté, en tant que pseudo-journaliste, j'ai préparé quelques petites questions, mais si aujourd'hui parmi les participants, il y a des personnes qui souhaitent aussi poser leurs questions, n'hésitez surtout pas à lever la main. C'est mieux dans ce cas de figure de lever la main, comme ça vous pourrez vraiment poser votre question directement à Thomas et qui pourra prendre le temps de vous répondre. Et bien pour commencer, Thomas, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, quelles sont éventuellement les formations que tu as faites et surtout qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, ben, très bien. Allez, je commence par là. Donc, bonjour à tous pour ceux qui n'étaient pas encore arrivés. Et merci à O'Clock de m'avoir invité en fait sur cette session. Alors pour partager ce que j'ai fait, j'ai un parcours qui a commencé assez classiquement. Moi, j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles, donc si ça vous parle, en mathématiques, en physique. Voilà, donc c'est vraiment ce qu'on appelle les maths spé à l'époque. C'est vraiment ce que j'ai fait au départ. J'ai suivi une école ensuite d'ingénieur en mathématiques appliquées, donc j'ai fait beaucoup de maths, aussi de l'informatique, j'ai appris la programmation et les algorithmes à ce moment-là, dans le réseau qui s'appelle Polytech, peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. Alors c'est une formation qui était très axée quand même, je l'ai dit, autour des mathématiques. On a fait beaucoup de calculs numériques, de la programmation scientifique, des codes de calcul, voilà, des choses qui étaient liées à la programmation, mais vraiment appliquées à l'ingénierie, hein, parce que je suis sorti avec un diplôme d'ingénieur. Suite à ça, du coup, moi, j'ai toujours été passionné par le secteur spatial, l'aérospatial. Je suis rentré en fait dans un nouveau métier de ingénieur développeur logiciel. J'y reviendrai un petit peu après pour vous expliquer ce qu'il y avait dedans. Et puis j'ai bifurqué, on y verra, je détaillerai un petit peu par la suite. Alors aujourd'hui, il faut savoir, je fais plus du tout la même chose. J'ai fait aussi à ce moment-là pas mal de formations, notamment sur la formation CDA que je vous recommande chez O'Clock. Alors, c'est pas là-dessus que j'étais formateur. Pendant O'Clock, il n'existait pas forcément à ce moment-là. En tout cas, la formation CDA, je la connais bien et c'est vrai que c'est très intéressant. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de projets concrets que vous allez pouvoir faire. Elle est super, cette formation, que je vous la recommande, elle est top. Et aujourd'hui, je suis plus du tout au même niveau. Moi, ce qui m'intéressait de voir, c'est passer de l'autre côté du rideau, un petit peu de l'autre côté de la table. Au début, j'étais le candidat, voilà, l'ingénieur qui va postuler. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de dysfonctionnements chez les gens qui recrutent, donc côté ressources humaines, côté des recruteurs. Et moi, j'ai voulu leur apporter mon aide. J'ai bien vu comment ça se passait pendant presque 10 ans.
Donc aujourd'hui, j'ai cofondé avec une autre personne qui est RH de métier, une académie pour former les RH qui ont besoin de monter en compétence sur plein de choses. Les RH aujourd'hui, elles ont besoin un petit peu de jouer le rôle de vendeur aussi pour attirer les candidats. Donc j'ai fondé une académie RH qui s'appelle le Temple RH, voilà, pour apprendre un socle de connaissances, se former quand on est un professionnel dans le monde du recrutement. Et en parallèle de ça, j'ai complètement bifurqué aussi. Moi, je donne des conseils aux gens qui sont en recherche d'emploi, comme ça peut être le cas aujourd'hui de certains d'entre vous. Moi, je fais des vidéos conseils sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai cette casquette de créateur de contenu sur Instagram et sur TikTok pour donner des conseils aux personnes en recherche d'emploi, mais toujours avec cette casquette de tech que j'aime beaucoup, d'ancien développeur, voilà, pour mon parcours, qui est un petit peu bifurqué, mais c'est ça aussi qui est intéressant. Peut-être que ça vous arrivera un jour. Hein. Tout n'est pas figé, vous pouvez faire beaucoup de choses dans la vie, donc n'hésitez pas à suivre ce qui vous fait plaisir. D'accord. Ah, super. Donc, ça veut dire que tu es un peu aussi un influenceur sur les réseaux sociaux et on peut te suivre tout à fait gratuitement pour pouvoir profiter un petit peu de tes conseils sans forcément avoir besoin comment dire, de te demander un devis ou d'être un client de ta société. Non, c'est ça exactement. Ouais. Je vous mettrai peut-être le lien après, effectivement, pour Ouais. me suivre, surtout sur TikTok, où je fais des vidéos depuis 2 ans. Si vous avez besoin de conseils pour réussir vos entretiens et un petit peu pimper vos CV, vous pourrez trouver ça directement. Ça va peut-être vous aider, en tout cas, j'espère. Ah ouais, c'est top. Il y a Audrey qui a partagé le lien de ta page TikTok. Ouais, Super. je regarderai ça et puis je recommande aussi d'y faire un tour parce que je suis sûr qu'on y apprendra énormément de choses, surtout quand on est en phase de reconversion comme ça et où pas qu'on tâtonne, mais on se demande, surtout quand on aborde un nouveau métier, par quel bout il faut commencer ou quelle corde il faut tirer pour pouvoir réussir à ouvrir des portes, quoi, tout simplement. Et je crois, Thomas, que tu as travaillé à l'équivalent de la NASA européenne, qu'on appelle le CNES, le Centre national d'études spatiales, c'est ça? Ah, exactement. Ouais. Ouais. Comment tu es arrivé là-bas et quel a été le process justement pour travailler chez eux? Ouais, je réponds à la question juste de Kevin. Je vois que effectivement, Audrey, voilà, c'est celui-là. Bah, parfait, on est bon à propos du lien. Alors effectivement, moi, quand j'ai commencé, en fait, Amine, mon premier job dans le spatial, j'ai travaillé dans ce qu'on appelle une ESN, donc c'est voilà une entreprise service numérique. Service numérique. Oui. Voilà, qui fait un petit peu la transition entre des clients qui sont plus gros. Donc le CNES en fait partie. Le Centre national d'études spatiales à Toulouse, c'est vraiment l'équivalent, c'est ça. On peut dire au niveau français, au niveau européen, de ce qu'est la NASA plutôt pour les États-Unis. Et en fait, alors c'est pas venu du premier coup, effectivement, ce poste-là. J'ai commencé en étant développeur, et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez commencer à un niveau, puis ensuite évoluer dans un poste. Rien n'est figé. Qu'est-ce que je faisais au départ? J'avais des premières missions pour le client, hein, pour le CNES. Je créais en fait du code métier pour les satellites qui sont dans l'espace, hein, pour calculer leur trajectoire, ce genre de choses. C'est vraiment du code, hein, c'était du développement en langage Java. Il fallait créer de nouveaux projets en Java, il fallait faire évoluer du code existant, il fallait débugger les choses qui ne marchaient pas. Donc, c'était vraiment un rôle de développeur logiciel au départ. Et en fait, ce qui se passe quand vous êtes dans ce type de structure, vous devez gagner la confiance de votre client. Voilà, vous restez vous êtes là depuis un certain nombre de temps, le client vous connaît, vous faites potentiellement des missions qu'on appelle en régie, donc chez le client. C'est-à-dire que votre employeur vous envoie pendant quelques mois chez le client faire une tâche en particulier. Et de là, le client commence à vous connaître, vous montez en compétence et en confiance auprès de lui. Et vous avez des missions qui sont potentiellement différentes. Et c'est par ce biais-là que moi, j'ai pu rejoindre un poste d'opérateur satellite où là, vraiment, je suis passé du développeur, celui qui en fait fait le code, puis sur une partie un peu plus, on va dire, conception, voilà, celui qui fait ce qu'on appelle des spécifications logicielles, qui va dire pour créer les nouveaux logiciels pour que mon satellite, ça se passe bien dans sa vie dans l'espace, voici ce qu'il faudrait faire. Donc là, c'est plutôt de la documentation. Puis ensuite, assez logiquement, la suite logique, c'est d'utiliser les outils que j'ai développés, donc vraiment d'être devant les grands écrans, en train de taper sur les boutons pour que le code se déroule ensuite derrière, mais sans qu'on le voit. C'est un petit peu ça qui s'est passé. Ah oui, c'est très intéressant. Et comme quoi, hein, le métier de développeur, une fois qu'on est dedans, il ouvre vraiment de très grandes perspectives, même celles qu'on ne soupçonne pas. Et voilà, c'est ça qui est beau avec le métier de dev, c'est que on peut demain se retrouver à exercer des
des missions, vraiment comme toi tu l'as fait dans des entreprises sur des secteurs vraiment improbables. Parce que j'avoue, je pense pas qu'un jour tu t'es pas dit, je pense qu'un jour tu allais, en commençant à apprendre à coder, que tu allais finir au CNES. À mon avis, c'était loin de tes pensées, ça. Ouais, c'était assez loin, mais c'est quand même le message que je veux transmettre à tout le monde ici, c'est croyez vraiment en vos rêves, quoi. Il y a rien qui est inaccessible quand on s'en donne les moyens. Peut-être aujourd'hui, vous vous dites, je vais rejoindre O'Clock, les formations me font plaisir, mais je sais pas ce que je vais faire après. Pour l'instant, c'est du code, c'est un peu abstrait. Mais si vous avez un objectif, un rêve, allez-y, et puis vous pouvez toujours l'atteindre et lâchez pas, quoi. D'accord, ok, super. Alors, justement, le métier de développeur, ça fait maintenant longtemps qu'on en entend parler, qu'il est en pénurie, hein, qu'il y a vraiment beaucoup d'entreprises qui peinent à recruter parce qu'il n'y a pas assez de développeurs, et ça, c'est au niveau même mondial, hein, c'est pas seulement en France. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Est-ce qu'on peut toujours considérer que c'est un secteur comme étant un Eldorado? Ou est-ce que ça s'est un peu tari? Quel est ton point de vue à ton niveau sur Ouais. sur ça? Alors, c'est vrai que ça a un petit peu bougé. Moi, je vous raconte mon histoire. C'était vraiment il y a 10 ans, ça a un petit peu évolué. Ce qu'il faut savoir, ce que j'observe, parce que du coup, c'est pour ça que moi, maintenant, je suis du côté RH et je vois qu'il y a des problématiques pour recruter. Donc, j'aide. Donc, je vois aussi l'autre côté de la barrière. Ça, c'est intéressant. Il y a toujours beaucoup d'opportunités. Ça, vous en faites pas. Il y a toujours beaucoup d'opportunités. Ce qu'il va falloir, par contre, savoir faire beaucoup plus, c'est tirer votre épingle du jeu à plusieurs niveaux. Quand vous allez postuler, donc envoyer vos candidatures, quand vous allez être en entretien, vous allez devoir sortir du lot. Et pour ça, il y a plus de possibilités. Déjà, il faut continuer à se former. Si vous êtes formé sur des technologies en particulier, continuez à le faire. Vous pouvez toujours apprendre un langage en particulier. Moi, c'était Java parce qu'à ce moment-là, c'était une compétence qui était rare. C'est ce que je dis souvent. Formez-vous à des compétences qui sont demandées, qui sont rares. Effectivement, chez O'Clock, vous en avez quand même pas mal. Hein. Vous avez des parcours très intéressants. Et vous allez pouvoir avoir des compétences qui valent des choses sur le marché et ce pourquoi on a envie que vous rejoigniez les entreprises. Donc, c'est très important. Peut-être aussi ce que j'aurais tendance à conseiller, spécialisez-vous. C'est un moyen peut-être de vous vendre encore plus cher que ce à quoi vous aurez pu prétendre. Je pense que là, sur le coup, l'industrie, c'est un bon moyen. C'est un secteur qui est toujours en développement, qui a des soucis de recrutement, qui recrute beaucoup. Donc, l'aérospatial en fait partie. L'automobile, certainement aussi. Voilà, il y a beaucoup d'opportunités dans le secteur autour de l'industrie. Et ça demande des compétences de plus en plus larges. Et ensuite, une possibilité que vous pourriez avoir, je ne sais pas si en tout cas ça vous intéresse, c'est de vous lancer en développeur plutôt freelance à votre compte. Mais là, il faut savoir que, attention, je mets quand même le warning, ça demande d'autres compétences qu'on n'apprend pas forcément dans des formations classiques. Alors, c'est vrai que chez O'Clock, qui est une formation quand même qui est assez récente, c'est des choses, je pense, sur lesquelles on va vous sensibiliser. Moi, ce n'était pas le cas quand j'étais dans une école beaucoup plus classique où tout se passait en physique. Des choses assez techniques comme trouver des clients, prospecter des clients, apprendre la vente, apprendre la relation client. C'est des choses qui tombent pas de tout cuivre, faut aussi s'y former. Voilà, en tout cas, vous avez, avec ce métier de développeur, quand même beaucoup d'opportunités. Je le redis, par contre, il va falloir tirer votre épingle du jeu. Et c'est vrai qu'on a une question de joueur qui demande le langage le plus demandé, le plus rare. Moi, je dirais, je suis un peu l'évolution des langages. À mon époque, c'était Java. Maintenant, je crois que c'est Python, le premier en fait utilisé dans le monde, il me semble, si je ne me trompe pas. Suivi, je pense, de près par JavaScript, effectivement. Donc, effectivement, si vous allez chez O'Clock, vous allez pouvoir développer vos compétences là-dessus, sur JavaScript. Ouais, c'est ça, ouais, effectivement. Et après, nous, on a dû opérer un choix, mais c'est vrai que les deux langages actuellement qui se tirent. Alors, historiquement, dans le web, le langage le plus répandu, ça reste encore, mais ça tend à décliner parce que maintenant, il y a d'autres langages qui commencent à prendre le dessus et qui prennent des parts de marché. C'était PHP, d'accord? Et nous, on a choisi aujourd'hui de former au langage JavaScript parce que d'une part, ça facilite, étant donné qu'il permet de faire à la fois du front et du back. On considère que moins on se disperse sur des langages différents, parce que dans tous les cas, il fallait voir du JavaScript pour faire du front. Donc, en gros, l'idée, c'était soit on ajoute en gros un cinquième langage dans notre programme, comme c'était le cas avant avec PHP, et à ce moment-là, du coup, ça demande aux personnes de pouvoir assimiler et comprendre
beaucoup de langages différents, soit comme maintenant le JavaScript permet aussi de faire du back-end, bah, l'idée c'était finalement de rester sur ce langage-là, plutôt d'en voir tous les tenants et les aboutissants et éviter de se disperser sur trop de langages différents, sachant que JavaScript, il est effectivement aujourd'hui très demandé et il permet à la fois de faire des sites web, des applications mobiles avec des frameworks comme React, React Native, etc. Donc, effectivement, voilà. Donc, Jo, aussi, ça peut répondre à ta question. Après, les langages rares et qui sont demandés, il y en a des très vieux aussi, comme le COBOL dans le monde de la banque, par exemple, et de la finance. Mais bon, là, c'est particulier parce que c'est vraiment une autre époque et c'est pas du tout la même façon de programmer qu'aujourd'hui. Et puis, je pense que ça reste quand même une niche. Donc, voilà, c'était juste pour la petite anecdote pour répondre vraiment jusqu'au bout à ta question. Alors, on a encore une personne qui lève la main. Après, on va regarder les questions qui sont dans le chat, hein, évidemment. Farjo, si tu veux. Ah non, pardon, lui, c'était pour rentrer dans la liste d'attente. Mais Laurence, pardon, tu as levé la main. Oui, à ce sujet-là, je me permets d'intervenir parce que justement sur la formation que j'avais suivie sur le dev et web mobile, effectivement, on avait beaucoup de langages et on a vu plusieurs frameworks. On a vu Angular, Symfony, on a fait du React, du Node.js, on a fait du PHP, Ah oui. JS côté front et back, mais c'était extrêmement survolé et du coup, on n'avait vraiment pas l'impression de maîtriser chaque langage. On faisait que de changer une fois on passait JS, une fois on passait PHP et c'est bien que vous ayez pris qu'un seul langage. Je pense que ça permet de développer et d'aller plus loin dans un langage et d'être plus performant à la sortie. Ouais. Mais comme disait Thomas, en fait, il vaut mieux aujourd'hui se spécialiser et bien maîtriser ce qu'on fait plutôt que de s'éparpiller sur trop de langages différents et finalement être pas très bon, mais sur plusieurs sujets. Ça, finalement, je pense que devant un employeur qui a besoin de vous prendre vraiment sur… parce qu'en général, de toute façon, quand vous êtes sur un projet ou dans une entreprise, eux, déjà en amont, les chefs… du service informatique, ils ont déjà fait leur choix en général sur la technologie qu'ils utilisent. Donc, si vous arrivez, soit vous êtes conforme et vous êtes spécialisé dans le langage sur lequel ils évoluent, soit vous ne l'êtes pas, et à ce moment-là, c'est pas, voilà, vous avez peu de chances d'être recruté, quoi. Donc, il vaut mieux effectivement se spécialiser. Nous, en tout cas, on a choisi jusqu'à nouvel ordre, tant que la demande reste aussi forte sur ce langage, on a choisi JavaScript. Il y avait d'autres questions à l'écrit, mais ça embraye un peu sur le reste des questions que j'avais prévues. La difficulté à trouver une première expérience semble très importante. Peut-être une question pour toi, justement, les personnes qui effectivement sortent de formation et qui sont confrontées justement à la première fois où elles vont devoir ou un stage ou une entreprise ou un contrat de travail. C'est dur, c'est plus dur quand on est développeur. Comment ça se passe justement par rapport à cette pénurie-là? Est-ce que ça facilite quand même les choses? Ouais, j'ai souvent eu la question, en tout cas, donc Max, c'est vrai que tu te la poses. Je réponds souvent une chose, quand on pense qu'on n'a pas d'expérience, il faut essayer de casser cette idée-là, parce qu'en fait, on en a. Et il y a des choses qu'on peut mettre en avant. Donc, en plus, ça va faire le lien avec ce qu'Amine disait tout à l'heure. Quand vous êtes dans une formation, typiquement, vous sortez de votre formation club, vous avez fait un certain nombre de projets, vous avez potentiellement fait du code que vous avez sur GitHub, hein, pour ceux qui connaissent. En fait, vous avez du code à montrer. Ça, il faut le dire, il faut l'expliquer sur votre CV, il faut l'expliquer en entretien. Voilà, moi, j'ai fait des projets qui ont duré tant de temps. Voici les résultats que j'ai acquis. Voici les compétences sur lesquelles j'ai évolué, ce sur quoi je suis monté en compétences. Et vous voyez, si vous avez typiquement 5 projets qui peuvent être assez gros, vous avez des choses à raconter. Et ça, c'est de l'expérience parce que derrière, quand on se dit ça ne va pas le faire, il faut savoir que ce qu'un recruteur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut savoir si vous allez savoir faire des choses, vous allez pouvoir opérationnel le plus vite possible. Si vous lui montrez que vous êtes opérationnel, le manque d'expérience, c'est pas grave en fait, hein. Je veux dire, ça va passer en second plan. Ce qu'il veut savoir, c'est si vous savez faire des choses. Et donc, typiquement, oui, si vous avez fait des stages par le passé, si vous avez fait des projets, même que ce soit en formation, mettez-les, expliquez, détaillez, et vous allez voir qu'en fait, ça va très bien remplacer votre première expérience. Pas de souci avec ça. D'accord, merci beaucoup. J'espère que Thomas a bien répondu à ta question, Max. Du coup, ça me permet la deuxième partie de cette question, toujours sur les compétences, mais plus tant technique, pas tellement technique, mais plutôt sur justement les qualités intrinsèques, les fameuses soft skills qu'on entend parler et qu'on voit maintenant beaucoup sur les offres d'emploi. Quelles seraient selon toi justement
les compétences humaines à avoir pour augmenter ses chances d'être recruté dans une entreprise pour un développeur. Ouais, ça, je pense, effectivement, c'est bien de vous en parler. Faut savoir, typiquement, là, si vous sortez tous d'une même formation, à peu de choses près, vous avez acquis la même base technique, voilà, la même compétence technique. Et c'est pas spécialement là-dessus, sauf cas très particuliers, comme on le disait. On parlait du COBOL, je trouve que c'est un très bon exemple. Si vous êtes dans la banque et l'assurance, vous êtes un crack en COBOL, bah, c'est très bien et vous allez sortir du lot rapidement. Mais sinon, c'est pas spécialement ça qui va vous permettre de vous démarquer. En revanche, tout ce qui est compétences un peu transverses, compétences humaines, soft skills, ça va vous le permettre. Donc là-dedans, moi, de mon retour d'expérience que je peux vous faire, il y a une chose que les entreprises recherchent particulièrement, c'est les gens qui savent résoudre des problèmes. Ça, en général, un bon développeur, il sait le faire. Et sur le terrain, vous allez voir que c'est 90% de votre travail, c'est vraiment résoudre des problèmes. Tiens, il y a un bug, tiens, quelque chose qui ne fonctionne pas, tiens, un interfaçage entre deux structures de code a été mal fait, tiens, j'ai une API qui ne marche pas, il faut résoudre un problème. Voilà, il faut apporter des solutions, résoudre un problème, il faut être curieux, comprendre ce qui se passe. Et ça va vous permettre de vous démarquer. Donc, montrer que vous savez résoudre des problèmes, montrer que vous êtes curieux. Et là-dessus, vous allez pouvoir faire la différence. Il y a un deuxième truc, et je pense que c'est super important. Moi, c'est ce que j'appelle ajouter un petit peu une surcouche, école de commerce à son profil, c'est-à-dire savoir se mettre en avant, savoir s'exprimer, savoir parler. Ça paraît bête quand on est développeur, se dire mais moi, j'ai pas besoin de parler, je suis en train de faire du code. En fait, c'est ultra utile. C'est ultra utile si vous êtes un crack en développement, qu'en plus vous savez exprimer vos idées, argumenter ou persuader les autres. Ben là, vous avez un profil qui vaut de l'or pour les recruteurs. Donc, travaillez vachement ces trucs-là, je vous le conseille. Très bien, ok, effectivement. Et donc, dans une formation, c'est important du coup d'avoir au programme non seulement des compétences techniques qui sont prévues et également un accompagnement sur tout ce qui est posture et technique de recherche d'emploi, parce que voilà, c'est vrai que c'est bien d'avoir les compétences techniques, mais il faut être en capacité de les vendre et de vous défendre quand vous serez quand vous serez plusieurs développeurs avec, on va dire, à peu près le même bagage technique à postuler sur une offre d'emploi. Ce qui va faire la différence, voilà, effectivement, c'est comment vous allez vous comporter et surtout au niveau une fois que vous serez intégré, est-ce que vous serez un élément qui sera capable de travailler en équipe, de vous intégrer facilement, de vous adapter. Donc voilà, c'est des choses qui sont très importantes et que nous, chez O'Clock, on essaye tant que faire se peut de vous préparer. Donc je disais, oui, si vous avez des questions, le mieux, sincèrement, c'est éventuellement de lever la main, comme ça on n'en rate aucune, et puis surtout, c'est toujours plus sympa d'écouter et d'entendre votre voix. C'est plus agréable que de lire dans le chat, même si on va essayer de répondre à tout le monde. Il y avait quelques questions, alors j'en ai vu quelques-unes autour de l'IA et du no-code, mais ça de toute façon, on avait prévu d'en parler. Ça faisait partie de mes dernières questions. Je regarde juste s'il n'y a pas des questions qui traînent sur les thèmes qu'on vient de d'évoquer. Oui, COBOL, ça existe toujours. Oui. Encore demandé. Oui, d'accord. Ok, nickel. Bon, je pense que c'est bon, on a fait le tour. Alors, du coup, le sujet qui fâche. Thomas, beaucoup de gens, je pense, surtout des personnes qui envisagent de se former au métier de développeur. On en entend beaucoup parler ces temps-ci, ça peut faire peur parce qu'on nous fait croire parfois quand on écoute les mauvais discours que ça va remplacer pas que les développeurs mais l'humanité entière. Du coup, l'IA et éventuellement par prolongation le no-code, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il faut en avoir peur ou au contraire, est-ce qu'il faut le voir comme un allié précieux dans le quotidien d'un développeur? Ouais, je pense effectivement, moi je le vois comme un allié précieux et j'ai envie de vous dire, pas de panique. Moi, ça m'a fait sourire quand on a parlé de la première fois de ChatGPT et de ce genre de choses en me disant, ouais, c'est incroyable, c'est révolutionnaire. Moi, l'IA, j'en faisais il y a 10 ans en fait, je dois vous dire, quand j'étais étudiant et quand j'avais des projets. Alors, c'est pas l'IA de la même façon qu'on pourrait l'entendre. En revanche, c'était dans la même catégorie. Donc, on appelle ça les réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, ça existe depuis très longtemps. Et moi, j'avais un projet étudiant quand j'étais en école d'ingénieur qui consistait en fait à faire un petit programme où on faisait ce qu'on appelle, on entraînait un réseau de neurones. Donc, c'était pour faire de la détection d'images et de reconnaissance
reconnaissance avec les mains pour du langage de signes interprété par la caméra. Donc, en fait, si grosso modo, je faisais comme ça devant ma caméra, le clavier devait m'afficher ceci est un O, voilà, ceci est un C, etc. Et donc ça, derrière, c'est de l'IA. C'est-à-dire qu'on lui donne un certain nombre d'images. On lui dit, voilà, je te donne 10 000 images de ce que c'est un C. Tu vas apprendre ce que c'est. Et après, quand tu le montres, tu sauras que c'est un C. Donc, c'est des choses qu'on faisait déjà. Et il y a des applications. Netflix, c'est de l'IA. Voilà, Netflix, il vous recommande des choses en fonction de ce qu'il a appris de vous et de ce qu'il a appris des autres utilisateurs en commun. Il a énormément de données. Donc, ça, c'est de l'IA. Donc, en fait, c'est des choses qui existent déjà. C'est juste que ce n'était pas suffisamment démocratisé. Donc, ensuite, pour répondre à la question, non, je pense qu'il faut le voir comme un assistant. Il faut surtout s'y former. Et ce qui est bien, c'est que Amine a pu vous le présenter, la partie des formations que Clock propose, en fait. Donc, vous allez pouvoir vous y former et ça va être un allié plutôt que quelqu'un qui va vous remplacer. Je donne l'exemple aussi des secteurs qui l'utilisent. Nous, on s'est posé la question déjà il y a 5 ans dans le spatial. Qu'est-ce qu'on allait en faire? Est-ce que on allait pouvoir, au bout d'un moment, dire on ne travaille plus, le satellite, il bouge tout seul quand il doit éviter un débris pour pas exploser en vol? Bon, il y a des algorithmes qui font ça, on les a implémentés. Par contre, qu'est-ce que c'était la décision finale? Ok, ça nous fait peur, pas. Un satellite comme ceux sur lesquels j'ai pu travailler, c'est des années de travail, c'est quasiment 2 milliards d'euros d'investissement. Ah oui. On va pas laisser l'IA faire tout seul. Ça, franchement, on n'a pas envie, on va toujours vérifier. Donc, en fait, il y a toujours une couche humaine qui vient dire quand l'IA fait quelque chose, on vérifie, on valide et puis on continue, sinon c'est bloqué. Donc, en fait, il y aura toujours, je pense, des garde-boue dans une certaine mesure pour être sûr que ce soit l'humain qui vérifie ce qui se passe. Donc, non, je ne pense pas qu'il faut en avoir peur aujourd'hui. D'accord, ok, super. Bon, déjà, c'est rassurant. Et oui, je pense qu'il faut le voir un peu comme les évolutions. Comme dans le milieu industriel, il y a eu énormément de robotisation qui sont surtout venues faciliter les tâches difficiles pour l'homme. L'IA, il faut le voir aussi comme un assistant qui va venir simplifier et vous permettre peut-être de coder tout simplement une application plus vite que si vous aviez tout fait vous-même dans votre coin, quoi. Donc voilà, il faut le voir plutôt comme un allié. Et puis surtout, voilà, je pense que même au niveau de ce que sera amené à faire l'IA, tout domaine confondu demain, il y a déjà des choses qui sont, comment dire, les autorités réfléchissent quand même à mettre des garde-fous, à pas laisser faire n'importe quoi. Donc, je pense que pour l'instant et pendant encore de très nombreuses années, on est tranquille. D'accord. Et pour finir, le no-code, du coup, je pense qu'il est dans la même lignée, mais qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça annonce la fin du métier de développeur tel qu'on le connaissait jusqu'à présent, ou pareil, il faut plutôt le voir comme un outil supplémentaire de facilitation du métier? Ouais, je pense que là non plus, vous ne devez pas en avoir peur. Vous avez encore de l'avenir devant vous, les développeurs. Le no-code, il faut savoir que c'est en vogue parce qu'il y a des gens qui ne sont pas du métier, des gens qui sont dans le marketing, qui sont dans la vente, qui veulent faire, par exemple, des sites web très rapidement. Et il y a des outils qui le permettent aujourd'hui de faire des sites, en fait, des pages de vente pour vendre à des clients des produits, je ne sais pas, pour faire du Shopify, des choses comme ça, pour vendre des produits de l'e-commerce, pour faire ça en une journée. Par contre, moi, ce que je me rends compte, c'est que j'utilise aussi ces outils-là à titre perso. Il y a souvent quand même des limitations. Il y a des trucs, on va se dire, là, je suis bloqué, je ne sais pas faire. Et en fait, si vous remarquez, ces outils-là, quand on est bloqué, au bout d'un moment, ils permettent, il y a des, on va dire, dans les paramètres, des rubriques qui s'ouvrent pour faire ce qu'on appelle custom. Et là, c'est de mettre du code. C'est tout de suite, oui, si tu veux faire ça, tiens, mets un bout en JavaScript, tiens, mets un bout d'HTML. Et c'est là, en fait, où votre compétence, elle a encore beaucoup de valeur parce que ces outils-là, ils ont une limite et après, il faut passer vraiment les mains dans le cambouis quand on ne peut plus s'en sortir. Donc, non, vous avez encore de l'avenir devant vous, ça, je vous rassure. Ah, super. Bon, nickel. Nickel. Voilà, de toute façon, vous le savez tous, le métier de dev et l'informatique, c'est un domaine qui évolue, qui est en évolution et le progrès fait que voilà, il va y avoir des technologies qui vont apparaître, certaines vont persister et continuer d'évoluer, d'autres vont être une mode pendant un certain temps et finalement vont passer aux oubliettes. C'est comme ça aussi le milieu de la tech. Mais ce qui est bien, c'est que c'est hyper enrichissant, c'est hyper dynamique, on ne s'ennuie jamais et voilà, ça permet vraiment, comme on le disait tout à l'heure, ça reste un domaine où vous entrez petit développeur, vous pouvez finir limite ingénieur, un peu comme le parcours qu'a eu Thomas. Voilà, c'est vraiment, c'est un domaine où on vous invite vraiment et
on vous encourage du coup à y aller, quoi, tout simplement. Voilà. Bon, moi, en tout cas, j'avais posé ma dernière question. On a essayé de tenir aussi les délais parce qu'on avait quand même communiqué sur le fait que ce live allait durer 1 heure, donc on n'a pas trop dépassé. Merci beaucoup, Thomas. Je regarde juste s'il n'y a pas d'autres questions. Oui, pour faire des outils de toute façon no-code, il y a de toutes les façons, et effectivement, il y a des développeurs derrière, donc vous serez les mieux armés pour faire face à cette révolution, dans tous les cas. C'est surtout ça qu'il faut vous dire. Voilà. Merci beaucoup, Thomas. C'était très instructif. Merci beaucoup pour ton témoignage, le partage de ton expérience et de ton expertise. Moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses, et c'est le cas de nos participants. Merci aussi à tout le monde d'avoir été présent. Le replay, je ne sais pas s'il sera diffusé. On va voir. Il faut que j'en discute. Dans tous les cas, on l'a enregistré déjà pour des besoins internes, et parce que moi, de temps en temps, le soir, pour m'endormir, j'aime bien me re-regarder. Ça me perce. Et voilà, c'est pour ça qu'on l'enregistre. Non, mais on va voir si effectivement, comme c'était un live exceptionnel avec notre invité aujourd'hui, Thomas, c'est possible qu'on puisse éventuellement vous le mettre à disposition si vous souhaitez revisionner et garder précieusement tous ces conseils. Mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ses pages et notamment son TikTok. Là, je vous ai remis le lien. Et puis, pour toutes les personnes qui souhaitent nous rejoindre, démarrer le chemin vers O'Clock, et puis nous, on est derrière à vous attendre et vous accompagner pour vous permettre de réaliser votre projet de reconversion. Voilà. Merci tout le monde. Bonne journée, bon appétit. À la prochaine. À bientôt, Thomas. Peut-être à une prochaine fois. Ouais. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Merci, bonne journée.